Bon, je suis pas mal sûr qu'on a manqué notre fête. Je disais quand on a ouvert la saison qu'on allait fêter notre 5e anniversaire au début du mois d'octobre. Et preuve que je suis pas mal sûr qu'on a manqué notre fête. Je sais pas exactement c'est quoi notre date de fête. Fait que ça aide pas. Mais quand même, bonne fête, les gars. À ne jamais dire à ta conjointe. Oui, c'est ça. Je connais pas notre date de fête. Fais pas cette erreur-là. Non, je fais pas cette erreur-là à la maison. Je la fais ici avec vous. On est plus permissif. Vous êtes plus permissif. Puis je vous dis ça, là, on a manqué notre fête, puis ça n'a pas l'air de vous faire un pli, ça a différence. C'est parce que ça fait comme 6 fois que tu nous dis qu'on fête notre 5e anniversaire. Donc, je pense qu'on était comme prêt à passer à autre chose. Non, j'ai mentionné en début d'année. C'était pertinent. Au 15e anniversaire, on commencera On en parlait. à être fébrile un au peu. 10e anniversaire. Mais sinon, c'est quoi votre plus beau souvenir de ces 5 années avec moi? Moi, c'est l'épisode numéro 7. Ça reste l'épisode numéro 7. Moi, c'est Daniel Harvey. C'est lui qui a pris toute sa place dans mon cœur. Est-ce qu'on toute la place dans mon cœur, pardon. toute sa place. Oui, il a pris sa place, qui J'ai est une dit, grosse c'est place. moi, Daniel, je recule. Attention. Est-ce qu'on l'a mentionné pendant que ça enregistre, mais Daniel Harvey, c'est aussi le nom d'un, je pense, un préposé aux vidéos chez le Canadien. Oui. Oui. Est-ce qu'on l'a mentionné? Je ne sais pas si on l'avait mentionné. Est-ce que ça fait 6 fois que j'en parle? En Non, mais enregistrement. vas-y, dis-le-moi. Donc là, ça fait 6 fois que t'en parles. Si on était mariés, ce serait les noces de bois. Ah, bon. Mais la fête, c'est le 2 octobre, on me souffle à l'oreille. C'est ça. Fait que si on l'a manqué, on est une semaine en retard. Notre premier épisode, c'est de mémoire, c'est quand Chez Oui, on a ça. venait d'obtenir le C. Ça fait 6 fois que tu le dis. Ça. Ben, à chaque fois que Ok. tu évoques notre anniversaire. Et pour revenir à Daniel Harvey, chez le Canadien, qui s'occupe de la vidéo, fort probablement que son CV de participant à Tellement Hockey a aidé à son C'est embauche. toi le gars du LIF dans Tellement Hockey. Exact. Signe ici. Tu dois connaître ça. Tu dois- Tu cumules les deux. C'est le les deux 4e, c'est le 5e Beatles. Ah, les gars manquent pas d'estime d'eux-mêmes. OK, bon, ça y est, ils sont 23. De quelle ampleur sera le pas? Et je parle de la progression du Canadien. Et on fait le tour de la Ligue. C'est Tellement Hockey, épisode 262. Le 5e Beatles, je pense que ça aussi, ça fait 6 fois que je le dis. C'est un épisode sous le signe de la redondance. Quoique c'est une autre saison qui commence, il y a peut-être un lien à faire. C'est donc l'épisode de 262 avec votre chroniqueur principal au service des sports, mesdames et messieurs. J'ai nommé Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et l'un de nos journalistes affectés, le premier journaliste affecté qu'on avait aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Coucou. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est en fait ça, on veut voir une progression des joueurs. Puis l'autre chose que j'ai dit, c'est que je ne m'attendais pas que les joueurs arrivent pour le départ de saison en pensant que les séries étaient déjà déterminées, on n'avait pas de chance. Les joueurs de hockey sont des athlètes professionnels, sont rendus à ce niveau à cause de plusieurs choses, mais une qui partagent la plupart ensemble, c'est qu'ils sont compétitifs. Alors, je voulais qu'ils donnent leur maximum pour le faire, qu'ils le fassent ou fassent pas. Comme j'ai déjà dit aussi, c'est que on est conscient que de faire les séries, ça prendra un grand succès de saison. Alors, je ne dirais pas que s'ils ne font pas les séries, que c'est un échec, mais plutôt qu'on veut qu'ils poussent et qu'ils prennent la prochaine étape de devenir une bonne équipe. Kent Hughes, et ça, là, c'est tout frais, là, ça sort du four parce que vous venez tout juste d'aller le rencontrer. Oui. Vous allez l'entendre parce que vous avez fait un petit bout avec un enregistrement et un petit bout avec du papier. Donc, ça va être intéressant aussi. Mais essentiellement, je pense que c'est toi, Alex, qui lui posait la question sur des précisions par rapport à ce qu'il a dit en début d'année, à savoir qu'on ne s'attendait pas à grand... Ben, enfin, on veut surtout de la progression, mais qu'à la fin de la saison passée, on avait parlé des attentes qui allaient changer. As-tu été satisfait de cette réponse? Mais je m'y attendais à la réponse, en fait. Je m'y attendais. Ouais. Je la connaissais, j'avais juste besoin qu'il me la dise. Besoin, c'est ça. Peux-tu le dire pendant qu'on ça tape? Exactement. Ça, c'est un vieux truc du métier. Des fois, on pose des questions auxquelles on connaît les réponses parce qu'on a besoin que ce soit enregistré à quelque part. Voilà. Donc, il n'y avait pas une grande surprise là, mais... Ouais. Non, mais je pense aussi que dans cette déclaration-là, même moi, je l'avais peut-être mal interprétée. Donc, j'imagine que ça a dû être le cas pour d'autres gens Laquelle, aussi. celle de la fin de saison? Exact, Ouais. celle de la fin de saison. Quand il avait dit assez clairement les attentes
vont changer ou ont changé. En tout cas, il était assez péremptoire. Je m'en souviens parce que quand j'ai fait le topo télé cette année au tournoi de golf, j'étais retourné dans les archives pour ressortir ça. Puis il avait été assez catégorique, tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est plus... Je l'avais mal compris, moi, dans la mesure où je me disais, OK, on va s'attendre à une certaine forme de résultat cette année. Mais c'est pas ça. C'était vraiment plus nos attentes par rapport à nos joueurs vont être différentes. On veut que Kirby Dach, mettons, on savait pas nécessairement à quel niveau il atteindrait l'année dernière. Maintenant, nos attentes par rapport à Kirby Dach sont différentes. On s'attend à ce qu'il s'affirme comme un vrai centre numéro 2. Et peut-être plus. Et peut-être plus, qui sait. Donc, c'est vraiment plus, je pense, des attentes individuelles triées sur le volet pour chacun des joueurs qui ont changé, et non tant que ça, les attentes collectives du groupe par rapport à un résultat d'ensemble. On n'a qu'à regarder la division, puis on va en parler de toute façon. La division de la mort. Et le fait que cette équipe-là est extrêmement jeune et qu'il n'y a pas eu de changement majeur, là, c'était pas une chirurgie, là, c'était plus des diachylons à gauche et à droite. C'est sûr qu'on peut pas... Ça peut pas être complètement différent. Il nous a parlé d'imputabilité aussi. Il en a donné un bon exemple. Il a donné un exemple avec le cas de Justin Barron, avec le cas de Yoel Armia aussi, où il va y avoir plus d'imputabilité. Si un jeune joueur, par exemple, ou si un joueur ne donne pas le rendement attendu, pourra être écarté de la formation ou sauter des présences, ou on va tenir la laisse un petit peu plus serrée. Et il faut le faire aussi. Il ne faut pas... il l'a souligné, il l'a expliqué. Je ne veux pas que les joueurs se présentent en se disant on n'a aucune chance. Il faut pousser vers l'avant. Il faut que cette équipe-là s'améliore et progresse à plusieurs niveaux. Alors, c'est ça. Il y a des attentes, je pense. Et moi, j'ai été impressionné par l'équipe de l'année passée, parce que malgré toutes les avaries qui sont survenues, elle a continué de se battre presque jusqu'à la fin. Là. Quand on a commencé à insérer dans l'alignement, dans les 2 dernières semaines, des joueurs qui sortaient des collèges américains, puis que là, on a senti qu'il y a eu une baisse. Les joueurs se sont dit, OK, la direction a pris un autre chemin, puis tout le monde a baissé un peu de niveau, d'intensité. Mais cette équipe-là s'était battue malgré toutes les avaries. Fait que je pense qu'on peut envisager cette saison-là en se disant, si c'est juste une saison normale au niveau des blessures, cette équipe-là va se battre beaucoup plus longtemps et mieux. Il va forcément avoir plus de points au classement. Ce sera certainement pas suffisant pour participer aux séries, à moins d'une énorme surprise, mais... L'année passée, je pense que les partisans ont été satisfaits de cette équipe-là parce qu'elle se battait soir après soir. Et c'est encore une équipe qui va se battre. Et on a laissé partir quand même des gars qui n'étaient pas reconnus comme des guerriers à la vie et à la mort. Là, on parlait de Yoel Armia tantôt. Yoel Armia produisait des flashs incroyables pendant 2 matchs et disparaissait pendant 10 matchs par la suite. Jonathan Drouin, c'est un joueur de finesse. C'est pas un gars qui était abrasif sur le jeu. Et Mike Hoffman aussi, c'était un gars qui... Ouais. Non, mais je veux dire, ça parle de soi, je trouve. Mais c'est ça, c'est une valeur cardinale maintenant dans l'organisation du Canadien, le caractère, la constance, le fait d'être difficile à affronter. Et, on a sorti quand même des joueurs qui l'étaient un peu moins. Là, on fait un petit peu d'épuration à chaque année, à chaque fois qu'on peut le faire. Alors ça aussi, ça va paraître, je pense, éventuellement. Bon, mais moi, je n'étais pas là dans cette réunion-là. Qu'est-ce que... Époustouflez-moi là avec quelque chose. On garde ça pour les textes. Oui, c'est ça. Pas question qu'on en parle. Il y a un peu d'off the record, il y a un peu de... On va écrire là-dessus plus tard. On en sort, c'est tout frais. Mais tu sais, dans ce qui est plus d'actualité, il a expliqué justement le renvoi de Yoel Armia, le ménage à 3 avec les gardiens devant le filet. C'est bien conscient, évidemment, que c'est pas une situation qui va pouvoir perdurer très, très longtemps. Là. Je parle du trio devant le filet. Mais il a dit ça va se régler avec une blessure ou une transaction. Oui. C'est ça. J'ai dit, est-ce que ce sont les 2 voies
Il y a possible. Pas, parce qu'on on en a parlé pas mal la semaine passée. Il n'y a pas, je sais pas maintenant là, que la plupart des alignements sont figés. Il n'y a pas une fenêtre à un moment donné où est-ce que c'est moins risqué d'essayer de le retourner à Laval. Je parle de Primo. Là. Ouais. Ben, il y avait une crainte. Légitime, je pense. Crainte réelle. Il a nommé certaines équipes, d'ailleurs, qu'on n'avait pas nécessairement, nous, identifiées ici, là, mais il y avait des bonnes raisons de croire que Caden Primo aurait été réclamé. Et puis, Kent Hughes déteste perdre un actif sans en obtenir une contrepartie quelconque. Là. Depuis 1 an et demi qu'il est à la tête de cette équipe-là, il fait des pieds et des mains pour s'assurer d'aller chercher un petit quelque chose. Alors, ce qui est très responsable comme gestionnaire. Tout à Hein, fait. tu peux pas développer un jeune gardien pendant 3 saisons, puis après ça, dire, on l'a perdu. Oui, mais des fois, mais en même temps, des fois, il y a des circonstances. it's a là. numbers game. Oui. Mais, je veux dire, OK. Mais quand même. Et donc, on comprend qu'il pourrait très bien y avoir transaction. J'imagine qu'à quelque part, il se dit une petite blessure pourrait faire notre affaire. Rien de trop grave, on ne souhaite pas de malheur à personne, mais quand même. Non, mais ça a été dit explicitement, blessure ou transaction. Dans le cas de Jake Allen, je pense qu'il serait ouvert à transiger si c'était possible, mais son contrat assez lourd, presque 4 millions sous le plafond pour les deux, cette année et l'année prochaine, rend les choses très compliquées. Pour ce qui est de Primo, aussi, là, il y a une possibilité qu'il soit échangé. Si on regarde la façon d'agir de la direction du Canadien, de la nouvelle direction du Canadien depuis que Gorton et Kent Hughes sont arrivés en poste, quand un joueur commence à être blessé à répétition, là, il trouve... Edmondson, Armia, tout ça, on trouve une solution. Et si on regarde le parcours de Jake Allen, il commence à être frappé par les blessures. Puis quand un gardien, après qui a franchi le cap de la trentaine, commence à être blessé saison après saison, ses performances déclinent peut-être un peu aussi. Si une autre équipe perd un bon gardien, c'est sécurisant pour un directeur général d'aller chercher un gars qui a du métier et tout ça. Peut-être qu'ils vont pouvoir le passer, mais il ne faut pas tenir pour acquis que c'est absolument Primo qui va partir. Ça pourrait être l'autre aussi. C'est ça, le marché des gardiens est très changeant. C'est très imprévisible d'un mois à l'autre dans la Ligue. Alors, il peut... des fois, il y a des directeurs généraux qui sont certains de pouvoir échanger un troisième gardien, de trouver preneur, d'avoir quelque chose de bon, puis le marché est complètement mort, ils sont pas capables de s'en départir. Puis des fois, tu cherches un gardien désespérément et il n'y en a pas de disponible. Alors, ça va quand même être intéressant à suivre. Mais là, je suis surpris parce que... Donc, Primo ne retournera pas à Laval, hein? Mais ça n'a comme pas d'allure, il me semble. C'est là sa place. Le plan, puis donc ça veut dire que Jakub Dobèche va se ramasser avec une bonne partie du travail avec le Rocket. Moi aussi, ça m'étonnait, mais non, de la façon dont il l'a expliqué, ils sont 3, puis il va avoir soit un échange, soit une blessure. Donc, ça indique que Caden va rester. Et vous trouvez que Caden, comme deuxième gardien, c'est une bonne idée? Vous trouvez ça, vous autres? Je vous mets des mots dans... Vous trouvez que c'est brillant? À un moment donné, il va falloir le mettre à l'épreuve et voir ce qu'il est capable de faire. Non, mais je dis ça parce qu'il me semble que la meilleure affaire pour tout le monde, ce serait que Primo aille faire sa saison de numéro 1 au complet à Laval. De ce qu'il nous a dit, ça, c'est pas dans les plans pour rien. Exact. Ils veulent pas l'envoyer au balotage. Puis pour ce qui est d'Armia, il s'en va à Laval. Donc, il y en a qui pourraient se poser la question, là, savoir qu'est-ce qu'il allait faire. Il s'en va à Laval. Martin parlait d'imputabilité. Je pense que c'est un geste qui est assez fort, là aussi, d'envoyer un gars comme ça, qui a encore 2 années de contrat à 3,4 millions, qui a été un vétéran, qui est un vétéran aguerri dans la Ligue nationale, puis qui a quand même certains états de service, puis a fait du bon hockey, quoique par très courte séquence avec le Canadien, mais quand même. Alors, je pense que ça envoie un message assez fort. Il a dit... Il n'a pas pu se faire justice. Il a été blessé pendant le camp. Lui aussi, ça commence à être récurrent. Donc, c'est pas tellement qu'on pense qu'il est plus capable, plus qu'il n'a pas été en mesure de se faire justice et qu'il y a d'autres joueurs qui l'ont devancé dans la hiérarchie. Pensez ici à Jesse Ylönen, entre autres. D'accord. Sinon, si on emballe ça, là, ces 23-là, est-ce qu'il y a des, je sais pas, surprises, déceptions, quelque chose qui vous titille? Quelque chose qui vous plaît? Ben, moi, Justin Barron, je me suis posé la question. Ouais. Ben, un peu comme Ylönen, non? C'est que
Ouais, Ylönen. L'année va être longue. Mais il me semble que j'ai entendu Saint-Louis dire il y avait une année d'expérience. C'est un peu ça qu'il a fait. Parce que dans le fond, ils ont chacun leur ombre. L'ombre de Ylönen, c'est Emil Heinemann. Puis l'ombre, ils sont pas du même côté, là, mais reste que Norlinder aura soufflé dans le coup pas mal à Justin Barron pendant ce camp-là. Tout à fait. Moi, j'ai peut-être préféré les deux ombres, justement, aux deux gars qui sont là. Nous aussi, je pense. Mais c'est ça, l'expérience aura peut-être fait pencher la balance. Hughes a l'air de beaucoup aimer Barron. Il nous l'a décrit comme un gars extrêmement intelligent avec la rondelle. Il a dit, moi, si j'étais un attaquant dans cette équipe-là, là, avec le Canadien, je serais vraiment à l'aise de recevoir une première passe pour sortir de la zone de Justin Barron. Quand Barron récupère la rondelle dans son territoire, ce serait pas mal le gars avec lequel je serais le plus à l'aise là, pour... Mais il a spécifié quand il y a le temps. Quand il y a le temps, quand il y a du temps pour le faire. C'est ça. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a tout un jeu qui est en train de se faire aussi, d'essayer de maintenir la valeur de tout, de jongler avec toutes les balles en même temps pour permettre à un joueur comme Norlinder, par exemple, de continuer à poursuivre son développement, à devenir fiable défensivement, à lui donner beaucoup de temps de jeu, à Barron de le maintenir dans la Ligue nationale, d'essayer peut-être de le tirer vers le haut. Le Canadien a beaucoup de jeunes défenseurs dans l'organisation. À un moment donné, il y a une épuration qui va se faire, mais dans un monde idéal, tous ces jeunes défenseurs-là on maximiserait leur valeur et on parviendrait à conclure des transactions intéressantes par la suite. Alors, mais Justin Barron, à mon sens, n'a pas connu un bon camp d'entraînement. Non, mais il a peut-être été aussi affligé du syndrome Ryan Poehling. Il y a 2 ans, Ouais. on te promet un poste. C'est tellement à toi. Tétanisé C'est ça. par l'enjeu et le moment. Peut-être, c'est ça. Là, le fait d'avoir été nommé dans l'équipe, peut-être que ça va le libérer. Ça va le relaxer. Ça va le relaxer, puis on verra. Mais tu sais, il y a aussi beaucoup d'espoirs de premier plan en défense qui ne sont pas avec l'équipe présentement. Évidemment, on pense à Logan Mailloux, à Adam Engstrom en Suède, Lane Hudson, évidemment. Et Hughes a clairement identifié ce bassin d'espoir de cette brigade défensive-là comme étant la force du Canadien présentement. Là. Pas juste pour les joueurs qui vont y demeurer, mais probablement pour ce que ça va lui permettre d'aller chercher, d'acquérir éventuellement quand la valeur de certains gars va être élevée, puis il va pouvoir faire des transactions et tout. Donc ça, ils ne pourront pas tous jouer pour le Canadien. Il va falloir s'y attendre. Et 3 gardiens, 10 défenseurs. C'est ça la stratégie. C'est on remplit le... on congestionne la zone. OK. Un dernier, autre chose, Martin? Quelque chose qui t'a surpris, étonné, déçu? Dans ce camp-là, moi, écoute, je pensais que Emil Heinemann avait mérité un poste. J'ai beaucoup aimé son intensité au camp d'entraînement, distribuer des grosses mises en échec. C'est un gars qui a il a une bonne shot. Il a des habiletés offensives. Puis encore là, on nous a expliqué que c'était très intéressant de dire on sait qu'il peut jouer dans un troisième trio dans la Ligue nationale. Aucun doute, c'est un joueur de la Ligue nationale, mais si on le fait jouer pendant les 2 prochaines saisons sur un troisième ou quatrième trio, est-ce qu'on va lui permettre d'atteindre son plafond, de maximiser son potentiel et de devenir un joueur de top 6 éventuellement? Alors, on préfère l'envoyer dans la Ligue américaine, avoir le temps de jeu d'un joueur de top 6 et lui permettre de grandir offensivement. Alors, et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça démontre à quel point ils ne sont pas axés sur les résultats collectifs présentement et qu'ils essaient vraiment de maximiser le potentiel de tout le monde. Et je pense que Kent l'a dit, là, même si l'équipe devient meilleure au cours de la saison, accorde moins de buts, est meilleure en avantage numérique et tout ça, mais que individuellement les joueurs ne progressent pas, on va aller nulle part avec ça. Alors, on veut qu'il y ait une progression individuelle, c'est pas le collectif. J'imagine qu'ils se disent que le collectif va suivre par la suite. Alors, c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'on en parlait quand on parlait de Martin Saint-Louis, de son style d'entraîneur au début de la saison. Il y a vraiment, on gère 23 individus, puis on essaie de rendre meilleurs 23 individus plutôt que de rendre l'équipe meilleure. C'était bien intéressant. Oui. Finalement. C'est beaucoup de travail, puis c'est sûr que quand tu arrives à la fin, tu peux respirer un petit peu, puis là, tu peux vraiment attaquer les choses vont être, ça va être vrai, là. Ça commence pour vrai, puis là, tu te prépares pour ça, puis avec un plus petit groupe, puis tu es capable de bâtir.
Voilà, c'est là qu'on en est. Martin Saint-Louis sur le camp qui se termine et ce qui s'en vient. Hey, j'ai une question un peu champ gauche, genre. Parce que vous avez vu Saint-Louis, à Tout le monde en parle. Est-ce que c'était dimanche dernier ou le dimanche d'avant? L'autre Peu d'avant. importe. Puis là, comme tout le monde, il fait la tournée des médias. Puis, tu sais, c'est comme assez évident que la grosse vedette de cette équipe-là, c'est pas la première fois qu'on le dit, là, c'est lui. Puis, il y a effectivement un magnétisme qui est transcendant. Là. Ça crève les yeux. Puis je pense qu'il a une approche puis une philosophie qui est intéressante, mais pensez-vous que ça va faire un bon coach? Je sais que ça sonne niaiseux comme question, mais Non, là, c'est on une l'a bonne vu aller, question. on l'a vu aller toute l'année dernière. Il a certainement des idées intéressantes, je veux dire. Puis moi, je l'ai entendu répondre à une question, je pense que c'était à l'antichambre, je pense que c'est Denis Gauthier qui lui demandait, quand l'annonce de Stéphane Robida a été... quand l'annonce a été annoncée, quand ça a merci été, Alex de m'aider avec mon vocabulaire, Gauthier lui a demandé, as-tu peur que vous avez pas assez d'expérience de coach, entre guillemets, dans ce groupe d'entraîneurs-là? Puis Saint-Louis lui aurait répondu, ben écoute, à nous deux, on a genre 3000 matchs en tant que joueurs. Tu sais, c'est vrai. Puis ils ont beaucoup cette approche-là, je pense. Mais est-ce que ça va faire des bons entraîneurs? Ben, écoute, jusqu'à présent, je trouve qu'on a vu des aspects... Tu sais, il y a plusieurs facettes au métier d'entraîneur. Si on prend l'exemple de ce que Martin a fait avec Kirby Dach la saison dernière, c'est un travail colossal d'entraîneur, là, de prendre un jeune qui était en perte de confiance, qui ne jouait pas à son plein potentiel dans une autre organisation, de l'amener, de l'insérer dans l'alignement, de lui donner des responsabilités peut-être moins grandes, puis de le faire grandir et de finir la saison et de le voir jouer un rôle important comme ça et éclore comme ça, c'est extra. C'est un travail de coach extraordinaire. Il y a la question tactique. Moi, je pense que la façon de gérer l'équipe, on va le voir quand il y aura une équipe capable d'aspirer à quelque chose. Là, présentement, c'est vraiment un entraîneur qui s'attarde au développement individuel de ses joueurs, puis on va le voir. Tu sais, on les voit tranquillement devenir meilleurs. Juste Slavkovski... Moi, j'ai trouvé qu'il avait eu un super bon camp. Oui. Tu sais, il avait l'air perdu la saison dernière, puis c'était un choc. Tu arrives d'Europe, nouveau contexte, tu débarques dans la Ligue nationale à 18 ans. Il montre déjà des signes de progression. Donc, on voit beaucoup de jeunes joueurs s'installer dans la Ligue puis continuer à progresser. Ça, c'est l'aspect important de son travail. Mais on va pouvoir vraiment juger quand il y aura une équipe, quand on regardera l'alignement sur papier, qu'on dira, OK, cette équipe-là devrait participer aux séries. On verra ce qu'il fera avec. Là. Mais à date... Parce que c'est vrai qu'il a été super bon sur le développement. Et ça recoupe tout à fait ce que tu viens de dire avant qu'on l'entende, à savoir que ça semble être ça la priorité, là, de développer le potentiel de chaque individu. Mais ma question, c'est un peu ça, c'est quand... Parce que c'est pas... c'est un sport d'équipe. Est-ce qu'à ce niveau-là, tu sais... Bien, qu'il sache s'entourer à ce moment-là, tu sais. On verra, là, ce sera peut-être pas le plus grand stratège du hockey. Il est peut-être bien meilleur comme psychologue et mentor. Ouais. Et aujourd'hui, c'est super intéressant. Il y a une ouverture d'esprit qui fait trop souvent défaut dans ce milieu-là, ou qui a fait trop souvent défaut, même si les choses sont en train de changer tranquillement. Alors, pour diriger un être humain, c'est certainement un très bon coach. Là. Il nous l'a démontré en peu de temps. Après ça, pour ce qui est des X puis des O, puis je veux pas être réducteur, là, l'aspect stratégique est évidemment super important, mais ça reste un jeu extrêmement chaotique, le hockey, de par sa vitesse, son imprévisibilité. C'est pas comme le football, là, où il faut vraiment que tu aies un penseur de la game comme coordonnateur offensif, par exemple. Alors, oui, ça va être important. Et si c'est pas sa grande force... Peut-être qu'il n'aura qu'à s'entourer de Guy Boucher de ce monde. Là, mais je ne posais pas nécessairement la question sur cet aspect précis-là, mais sur l'ensemble, parce que c'est un ensemble de choses, sur l'ensemble de l'œuvre. Mais c'est sûr que la saison qui vient va nous fournir des réponses. Mais c'est certainement, en tout cas, moi, la question me semblait un peu champ gauche, mais à le regarder aller en ce début de saison-là, je me dis qu'il y a peut-être là le potentiel de quelque chose de spécial. C'est plus dans ce sens-là. Je trouve que ta question est bonne. Puis, on peut étendre la réflexion à Burroughs, à Robida, tu l'as fait un peu aussi. C'est une gang de gars qui connaissent très bien la Ligue nationale, on s'entend, et même les joueurs actuels, puis qui ont beaucoup d'expérience situationnelle de toutes sortes, mais qui ont
peu d'expérience de coaching, tout simplement. Là. Et de la valeur de ça. C'est un peu ça ma réflexion. C'est un métier. Ils sont, ils sont en train de l'apprendre en même temps. D'ailleurs, rappelez-vous le ressac dans la Ligue junior majeure du Québec, entre autres, quand Saint-Louis a été nommé. Tu sais. Les gars disaient ça. C'est un métier qui s'apprend, on ne s'improvise pas entraîneur. Oui, mais là, c'est ça. Il y a un petit peu de millage. Tu regardes sur Hockey DB, là, il y a des matchs. Il y a quelques matchs en tant qu'entraîneur. Un peu moins que joueur, mais quand même. Bon. Maintenant, je vous assomme. Est-ce que le Canadien va faire les séries? Bon, ça, tu nous assommes pas trop avec celle-là. Là. Bang! Non, le Canadien ne participera pas aux séries éliminatoires, là, à moins d'une conjoncture d'éléments. Si Mars est en Vénus, c'est ça. Peut-être. Mais c'est rare. Je pense que je me suis fait dire que ça n'arrivait pas souvent. Donc... Je suis pas très... Non, le Canadien va finir probablement dernier de sa division atlantique, un peu comme l'année dernière, ou peut-être devant les Red Wings de Détroit, en qui je ne crois absolument pas. Là, et je ne suis pas un grand fan de leur projet, comment ils se déploient jusqu'à présent. Mais non, je les vois finir bon dernier, là, comme on dit. Dans la division atlantique. Dans la division atlantique. 68 points la saison dernière, c'est très peu pareil. Hein? Ouais. Peut-être qu'ils vont frôler plus le 80. Écoute, moi, je regarde la division atlantique. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la plus compétitive de la Ligue nationale. Je suis pas tout à fait... Je pense que ça va être la plus chaotique. C'est dur à prédire. C'est ça. Je suis d'accord là-dessus. Parce que tu regardes, tu sais, Boston a perdu ses 2 premiers centres. Le vieil adage, on va pouvoir tester plusieurs vieux adages du sport cette saison-ci. Donc, tu perds tes 2 premiers centres, tu te retrouves avec des gars... moins aguerri à cette position-là, qui est une position clé. Les Bruins ont perdu d'autres joueurs. Là. Taylor Hall est parti, Nick Foligno, etc. Tu bouches des trous avec des gars comme Milan Lucic. Tu as perdu tes 2 premiers centres. Ce ne sera pas l'équipe qui... C'est une équipe que je vois plus se battre pour participer aux séries que de survoler la division comme l'an dernier. Buffalo, tu regardes ça... mais ça reste une équipe très, très jeune. Je pense que c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue. Oui, c'est la plus jeune. Ouais, d'ailleurs, je l'ai ça en prêt quand même, moi. Et l'année dernière, ils ont fait une poussée incroyable. Ils ont failli devancer les Panthers en toute fin de saison. Puis si Devon Levi est à la hauteur, je pense que... Mais encore là, il y a un gros si. C'est à la position clé. On place un gardien de 21 ans, puis ça va dépendre en grande partie de lui. Je suis un grand fan de Tage Thompson et tout ça. Mais ils insèrent quand même des jeunes, des recrues qui n'ont pas d'expérience dans la Ligue nationale, dans cet alignement-là. Et ça reste l'équipe la plus jeune. Et on a souvent sorti ces chiffres-là, on a souvent évoqué ces chiffres-là. Les équipes qui participent aux séries dans la Ligue, en très, très forte majorité, ce sont les équipes les plus âgées. Détroit, je partage parfaitement l'avis d'Alex là-dessus. Je suis loin d'être convaincu. Là. On dirait que Steve Yzerman a perdu patience. C'est sa 5e saison. Là, il insère des joueurs plus âgés dans la formation, mais tu regardes la brigade défensive, c'est suspect. Devant le filet aussi, avec Ville Husso puis James Reimer. Les Panthers de la Floride, tout le monde dit OK, ils sont participés à la finale, mais ils se sont qualifiés par la porte d'en arrière parce que les Blackhawks ont battu les Pingouins dans un match clé en fin de calendrier et ils ont perdu des gros morceaux. Moi, je trouve que Radko Gudas, dans cette équipe-là, était très important. C'est un gars qui apportait quelque chose de spécial. Ils ont des blessés importants. Leurs 3 défenseurs droitiers de l'année dernière sont pas là. Ils sont pas là pour commencer la saison. Puis devant le filet, on sait pas. Le Bobrovski, est-ce qu'il va lequel? C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il va se transformer en citrouille? Se retransformer en citrouille? Ou est-ce que ça va être le carrosse qu'on a vu en séries éliminatoires? Le Canadien. Ottawa, c'est la même chose. Il y a des points d'interrogation c'est pas clair. Au sein de cette équipe-là aussi. Ils ont fait des additions que je trouve intéressantes. Kubalik, il m'a vraiment impressionné durant le camp d'entraînement. Je pense qu'il va apporter beaucoup à cette équipe-là. Mais depuis que DJ Smith est à la tête de cette équipe-là, systématiquement, chaque année, les Sénateurs ont des mauvais débuts de saison et ils sont dans le dernier tiers de la Ligue en défense. Bonne chance si tu veux participer aux séries en étant dans le dernier tiers de la Ligue en défense. Alors, tu sais, il y a peut-être juste Tampa Bay qui garde son bon noyau et ils ont pas Vasilevski. Ils ont perdu des plumes quand même, puis en plus, Vasilevski n'est pas là. Exactement. Mais en regardant les autres, je me disais, tu sais, Tampa avec son noyau et tout ça, il y a peut-être... Mais moi, je pense que les Leafs, c'est ce qu'il y a de plus fiable dans la division. L'année passée, le Lightning a récolté 98 points. Et là, si tu n'as pas ton gardien numéro 1 pendant 2 mois, est-ce que tu peux en échapper 4-5 points? Là, tu te rapproches de la fine ligne qui sépare les séries ou pas. Et après ça, tu as vous dites Toronto, ça apparaît comme quelque chose de sûr, mais
Kyle Dubas avait le don de toujours trouver des joueurs de complément qui étaient très efficaces. Là. C'était les Kerfoot, les Bunting, les Mikheyev, les Zach Hyman et tout ça. Et là, on a inséré des Ryan Reeves, des Max Domi. J'ai hâte de voir comment ça va tourner. Ils ont quand même un noyau, le quatuor d'attaquants est quand même très fort et tout ça. Ils ont beaucoup de talent, mais ça pourrait aussi ne pas être roulé aussi rondement. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être la valeur la plus sûre en saison. On s'entend là-dessus. En saison, mais tu sais, le Lightning, là, tu regardes ça, leur deuxième trio maintenant, c'est Brandon Hagel, Anthony Cirelli puis Tyler Mott. Ça, c'était le deuxième trio là, dans les derniers matchs préparatoires. Ils ont solidement perdu des plumes dans les dernières années, puis c'est pas à cause d'erreurs de gestion. On sait tous pourquoi. Là, c'est des restrictions budgétaires en raison du plafond et tout. Cirelli est peut-être pas devenu exactement ce qu'on attendait de lui. Offensivement, parce qu'il reste extrêmement responsable défensivement. Mais je pense qu'à un certain moment, le Lightning croyait détenir on fait toujours cette comparaison-là, mais c'est comme le joueur ultime sur 200 pieds, là. Un genre de mini Patrice Bergeron, peut-être un peu, qui aurait, disons, un plafond offensif entre 50 et 60 points, peut-être, par année. Il a déjà fait 50, mais ça fait déjà un moment. Et puis, depuis, c'est en régression offensive. Alors, c'est peut-être pas exactement ce qu'on attendait. Oui, il y a des joueurs... il y a des joueurs intéressants sur les 3e, 4e trios, comme Tanner Jeannot, Nick Paul, tout ça, mais c'est... Brandon Hagel va être un marqueur de 30. Oui, il en a marqué 30. C'est la seule revitalisation qu'il y a eu. Il y a vraiment moins de profondeur qu'avant. Et puis, leur défense, maintenant, Sergachev en est le 1A, je dirais, et Edmund peut-être le 1B, ou en tout cas, c'est ce qu'ils veulent en faire. Mm-hmm. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est lui qui obtient la première vague d'avantages numériques. C'était comme ça déjà à la fin de l'année dernière. Alors, Sergachev, je pense. Alors, il y a une transition là. C'est sûr que le noyau reste fort, reste dur, mais je les vois moins dominants, évidemment. C'est pas une grande nouvelle non plus. Moi, ce que j'ai hâte de voir de cette équipe-là, c'est que c'est la première fois depuis plusieurs années qu'ils ont eu la chance d'avoir de longues vacances estivales, de recharger les batteries, de s'entraîner comme il faut. Ils sont fâchés d'avoir été... Quand tu te rends en finale, là, que tout le monde revient avec des bobos, pas eu le temps, tu as eu quelques semaines seulement pour retourner au gymnase, là, ils ont eu le temps de refaire le plein et... Peut-être qu'il va y avoir un petit gain de ce côté-là pour eux. OK, je vous pose 2 questions directes, juste pour emballer le Canadien. Moi, je vois plusieurs prédictions à l'extérieur de Montréal, surtout, mais même ici, qui les placent encore dans le top 5, même dans le top 2 des pires équipes de la Ligue. Est-ce qu'ils sont dans le top 5 des pires équipes de la Ligue cette année? Top 8. Top 8, c'est bien. C'est toujours ça, Martin? Bien, si on les place dans les 2 dernières places, dans les 2 dernières positions de leur division... Ouais, je pense qu'on peut dire ils vont être dans le top 5, top 6 des derniers. Des pires équipes, OK. Ouais. Puis, est-ce que les Sénateurs font les séries? J'aurais aimé mieux que tu me demandes Buffalo, là. Ben oui, ben là, est-ce que les Sénateurs font les séries? Prends ton temps. C'est une boîte à surprise de Josh Norris qui est pas là. Ouais. Ils vont sûrement avoir un mauvais début de saison, comme vous l'avez évoqué. C'est difficile de s'en remettre de ça. Chychrun est là, par exemple, par l'année. Écoute, je vais me protéger en disant si les Sénateurs restent en santé, s'il n'y a pas de blessure majeure à des éléments clés, je pense qu'ils vont se faufiler. D'accord. Moi, je pense que s'ils ont un mauvais début de saison, DJ Smith va perdre son travail très rapidement. Ils vont vouloir corriger le tir. Il y a un nouveau propriétaire en plus. C'est à peu près la dernière carte qui reste à Pierre Dorion aussi. Là. Oui. On vient de nommer Steve Staios comme président des opérations hockey et tout, puis Dorion est encore en poste, mais puis il ne bougera pas pour l'instant, là, c'est ce qu'on entend, mais disons qu'il est certainement en période d'évaluation. Alors, période de probation peut-être. Alors, c'est une des dernières cartes du DG dans ces cas-là, c'est quoi? C'est congédier l'entraîneur. Il ne peut pas se permettre d'avoir un autre mauvais début de saison. Et j'ai été très surpris. Je suis allé au match à Ottawa samedi et de voir que les Sénateurs n'avaient pas habillé leur top 6 en attaque et leur top 4 en défense. C'est beaucoup une question structurelle. Là. Ils sont tellement coincés sous le plafond salarial, ils ne voulaient pas risquer qu'un de leurs joueurs se fasse blesser. Peut-être. Moi aussi, j'ai fait le saut, mais en creusant un peu. Les dieux du hockey n'aiment pas ça, ces affaires. Je me rappelle quand les Panthers de la Floride n'avaient pas habillé leurs meilleurs joueurs dans le dernier match du calendrier régulier au Centre Bell. Ils avaient remporté
le championnat de la saison régulière et ils se sont fait sortir à coup de pied dans le derrière au premier tour. Deuxième tour. Les Panthers au deuxième? Ouais. Oui, au deuxième. Ouais, au deuxième. Mais ils quand même. n'avaient pas été bons. Ils n'avaient pas été bons en série. En tout cas, j'ai été surpris de ça, mais DJ Smith ne peut pas se permettre un mauvais début de saison. À mon sens, il marche sur un fil très Faire mince. jouer ses meilleurs joueurs pour le dernier match préparatoire. Moi, je connais pas ça, là, mais ça m'apparaît comme une bonne façon de faire en sorte d'être prêt pour le premier match. OK, on a fait le tour de l'Atlantique. Je vais peut-être juste insister sur les Leafs qui, moi aussi, m'apparaissent comme l'équipe la plus sécure. Mais qui, pour la première fois cette année aussi, va avoir la première fois. C'est rare qu'il y ait eu autant d'infusion de jeunes talents dans cette équipe-là. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a Matthew Knies qui... Nice, oui. D'accord. On dit Matthew Nice. Regarde, c'est Olonen. OK? Olonen. Mais il y a aussi Mitten. Oui, Puis il y a Minton. Puis il y en a un autre, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Et puis c'est normal, parce que quand vous passez votre temps à échanger vos choix de première ronde en fin de saison pour renflouer, pas renflouer, mais vous assurer d'être prêt pour les séries, ça plombe un peu le repêchage puis les hauts choix. Mais c'est certainement une autre raison pour être de bonne humeur à Toronto. Ben, c'est des bons coups au repêchage, c'est ça que ça veut dire. Martin me disait qu'Easton Cowan aussi avait réussi à percer la formation. Donc, lui, ça, c'est un choix de fin de premier tour, 28e au total, si je me rappelle bien, de cette année, été, le repêchage 2023. Là. C'est un gars de 18 ans qui est né au mois de mai aussi, donc il est très jeune, il est pas très grand, pas très gros. Vous pouvez le comparer à un genre de Brendan Gallagher, Raphaël Harvey-Pinard, là, si on veut. C'est un petit moteur là, qui lâche jamais. Donc, ça, c'est un bon coup. Et puis, Nice, choix de fin de deuxième tour en 2021. Et puis Minton, deuxième tour en 2022. Donc, c'est des gars qui ont été vraiment repêchés il n'y a pas longtemps, qui sont encore très jeunes et qui déjà, et pas repêchés si haut, qui déjà ont un impact. Donc, c'est toujours le fun d'avoir une infusion de jeunes talents, une équipe qui est déjà bien programmée, bien rodée. Là. C'est impressionnant de voir une équipe qui a obtenu des bons résultats comme ça en saison régulière, être capable de continuer à alimenter l'équipe avec des choix de repêchage. Et Easton Cowan, l'histoire la plus drôle dans son cas, c'est que son prénom, Easton, il a été nommé comme ça à cause du nom de l'équipementier. D'accord. Okay, il était prédestiné. Oui. Il n'hésitait pas entre... C'était quoi l'autre marque? Il y avait deux... Non, c'était pas... Cooper, je pense. Cooper. Oui. C'est Cooper, c'est ça. C'était entre Cooper. Sherwood. Quoi d'autre? Nike. On va l'appeler Nike. C'était entre Cooper et Easton. OK. Cooper Cowan, c'est un peu c'est plus redondant. Mais... C'est quand même c'est très amusant. Tu vois que c'est une famille passionnée de sport. Oui. Bon, il reste 3 divisions. D'ailleurs, tu disais, Martin, je ne suis pas convaincu que la division Atlantique, c'est la division de la mort. Tu n'as pas dit ça comme ça. Moi, j'essaie de partir... le groupe de la mort à la Coupe du Monde, j'essaie de partir quelque chose. Ça se peut que ça ne fonctionne pas. Mais c'est peut-être la division métropolitaine qui est la plus... si tu considères que les Pingouins ne sont pas morts puis que les Capitals non plus, c'est plus difficile, là, mais ça fait une division assez... je suis assez d'accord à part avec les Flyers, là, ça fait une division assez relevée. Moi, je pense que les Capitals, c'est pas mal fini, là, mais même si tu considères ça... les 6 autres équipes ont des chances. Mais ils ne sont pas pourris non plus. Non, c'est ça l'affaire. Ouais. Puis, oui, tu as raison. Puis, j'ai raison. Écoute, je pense, tu as raison. J'arrête pas d'avoir raison. Tu as raison. Moi, je considère qu'il y a 3 prétendants à la Coupe Stanley dans cette division-là. Carrément. Les Hurricanes, les Devils et les Rangers sont, jusqu'à un certain point, à des degrés divers, mais pas séparés par une immense marge. Là, que ce sont tous des aspirants à la Coupe Stanley, que c'est possible. Mais Vegas, Floride, l'année dernière, on s'entend. Là. Donc, c'est tout à fait possible qu'un de ces 3-là se ramasse en finale de la Coupe. Alors, oui, c'est une division qui est assez forte. Les Highlanders, ça, c'est jamais facile. C'est une équipe qui est jamais facile à affronter, qui pourrait très bien être exclue des séries, comme se qualifier comme gagner la Coupe Stanley. C'est un peu des deux. Par la peau des dents. Et puis, les Pingouins sont peut-être pas morts non plus. Après ça, les Flyers, eux, ça va être une catastrophe. Les Jackets vont être beaucoup plus compétitifs. Sauf que les équipes de John Tortorella se battent. Et là, il y a un nouveau... Ils sont en train de reconstruire, ils le disent, mais quand même, ils ont
ils ont établi une base la saison dernière et les équipes de John Tortorella sont toujours dures, mais c'est quand même difficiles à affronter. Ils ne feront pas les séries. Non, ce serait étonnant que ce ne soit pas la pire équipe de cette ça devrait division-là. être la pire équipe de la division, oui. Et les Blue Jackets, on s'attend à ce qu'ils fassent un bon aussi. Ouais. Ils sont bien meilleurs là, que ce qu'ils ont démontré l'année dernière, là, ne serait-ce que parce que toute leur défense était blessée. Là. Alors, ils ont fait des ajouts là, de taille quand même. J'ai hâte de voir d'ailleurs ce que ça va donner Provorov, Severson, le Werenski de retour. T'sais, il pourrait avoir comme une bonne défense, là, vraiment. On verra, mais oui, c'est une division qui est coriace. Très dur à prédire, mais je pense Hurricanes, Devils, Rangers, ça m'apparaît plus stable. Puis je les vois les trois en séries éliminatoires après ça. Est-ce que c'est une année où il y a une des deux divisions qui va placer 5 équipes en série aussi, comme l'Atlantique, par exemple? C'est possible. Alors, si c'est le cas, ça voudrait dire que de l'autre bord, il y en aurait juste 3. Ça va être compliqué derrière les trois géants de cette division-là, mais ça aussi, c'est assez chaotique. Des grosses cylindrées. Je fais que des analogies de soccer. Juste une petite vite là, sur la métropolitaine. Est-ce que Dubas va gagner son pari? Est-ce que Erik Karlsson, tout ça va faire changer ça va être intéressant. Ça va être intéressant à suivre. Honnêtement, c'est une équipe vieillissante. Qui n'est pas de merveille défensive. Et ils ont ajouté comme leur addition clé, c'est un joueur qui n'est pas de merveille défensive. Là. Alors, on verra ça. Ils sont allés chercher Lars puis Riley Smith. C'est vrai, Lars. Ryan Graves en défense. C'est la plus vieille équipe. C'est dans tes notes, ça, Martin? C'est la plus vieille équipe de la Ligue. Je l'aime, Graves. Moi aussi, je l'aime. C'est un gars extrêmement stable. Tu le vois pas sur la patinoire. Il ressort jamais pour une mauvaise décision qu'il a prise. Il est extrêmement fiable. Souvent parmi les meneurs de la Ligue au chapitre des plus et des moins. Prend la place de Brian Dumoulin, qui avait vraiment perdu des plumes dans les dernières années. Donc, c'est vraiment une amélioration. Peut-être que Karlsson, c'est l'arbre qui cache le reste des autres améliorations de cette équipe-là, qui elles, font peut-être plus une différence. Potentiellement. C'est une meilleure équipe, à mon avis, en ce moment que ce l'était l'année dernière. Oui. OK, allons faire un petit tour dans l'Ouest avec la division centrale, division dans laquelle il y a le jeune prodige. Êtes-vous excité? Avez-vous hâte de voir Connor Bedard? Ce soir, on enregistre mardi matin. J'ai surtout hâte de le voir en personne au Centre Bell. C'est vrai, samedi, il va être là. Ça va être le fun. Mais je suis sûr, là. Bedard Crosby ce soir pour lancer la saison, c'est une belle affiche. Changement drastique de discours dans le vestiaire, hein? L'entraîneur dit là, cette année, on essaie de gagner, les gars. C'est fini, là. C'est fini, là. C'est pas important. Il y a dans la centrale les Jets de Winnipeg. C'est la seule équipe canadienne. Je vais prendre cet angle-là. Oh, moi, hier, 8,5 pendant 8 ans pour Scheifele. 7 ans, oui. C'est un peu moins pire, mais je sais pas, hein? Je sais pas. En même temps, c'est quoi l'alternative? Pour Scheifele, mais à l'époque, tu as trouvé que c'était bien, par exemple? J'ai déjà dit ça, tu sais, quand, entre autres, Carey Price, c'était mon exemple. Tu n'as comme pas le choix à un moment donné. C'est un peu ça. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Dans le cas de je pense pas que c'est une bonne Je pense qu'on nouvelle. peut avoir peut-être plus de réserve pour un gars comme Scheifele, qui avait plus l'air d'avoir tant de plaisir à jouer là-bas. À l'époque, ils étaient un peu dans une situation de on n'a pas le choix. Puis à Winnipeg, ce qu'ils peuvent offrir, c'est de la loyauté, là, essentiellement, parce que c'est pas la destination la plus populaire. Donc, ils ont travaillé fort pour faire en sorte que Josh Morrissey s'entende avec eux autres. Puis, tu sais, rapidement, quand il y avait des bonnes équipes, ils offraient des longs contrats, puis quand même pas mal d'argent pour que les gars restent et tout. Tu sais, c'est un secret de polichinelle là, que ça en prend peut-être un petit peu plus pour les garder. Alors, quand tu as un gardien de premier plan, qui vieillit, évidemment, mais qui est prêt à s'entendre à long terme avec toi, ils avaient un peu pas le choix, surtout considérant qu'ils avaient très clairement dit, nous, il n'est pas question de reconstruction, on poursuit ça. Là. On construit l'avion en plein vol. On rafistole l'avion en plein vol. Donc oui, on perd Pierre-Luc, mais on veut des jeunes, on veut des gars qui sont prêts à jouer dans la Ligue nationale en ce moment. Alors, il n'était pas question de reconstruction. Dans ce contexte-là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu ailles au bout de ton idée. Puis au bout de cette idée-là, c'est de garder Scheifele et Hellebuyck. Et on sait très bien que les 3-4 dernières années de ces ententes-là, ça va être plus difficile. Ils espèrent que ça va payer maintenant. Moi, dans la centrale, je pense que c'est la division peut-être la plus faible. Je vois Colorado puis Dallas vraiment au-dessus des autres. Minnesota a une bonne équipe. Minnesota juste après. Puis après ça, c'est le pack. C'est tous des pas bons. Avec Chicago qui est vraiment mauvais. Mais les autres sont dans un tas. Puis ça va lutter fort. Les Coyotes devraient être plus compétitifs. Oui, exact. C'est ce que je pense aussi.
les meilleurs du tas. Winnipeg pourrait autant finir 4e dans cette division-là puis se qualifier en série que finir 7e juste devant Chicago, tu sais. Puis Nashville ont été surprenants, ils ont pas une bonne... Je pense que ça va être difficile pour Nashville. Les Blues aussi en ont perdu. Alors, les Jets ont un coup à jouer, très certainement. Là, ce serait peut-être ceux que je favoriserais dans le tas pour s'en extraire, mais c'est pas clair. Cette année, les gars, on sort du tas. C'est dans le vestiaire. Entendu dans le vestiaire. Puis on termine avec la Pacifique, dans laquelle il y a l'équipe qui va remporter la Coupe Stanley, selon Alexandre Gascon. Oui, les Oilers Edmonton. Non, mais t'es alerte. Oui, c'est l'année des Oilers. Ben, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Mais je pense que oui. Mais on avait l'an passé à pareille date. C'est le premier anniversaire de ce qu'on avait dit l'an passé à pareille date. On pensait que ça se pouvait une finale 100% canadienne. Oui, mais il va falloir que les Oilers apprennent à jouer du vrai hockey de séries éliminatoires. Là. Ils se sont tirés dans le pied, automutilés. Ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient faire de mal le printemps dernier. Alors, il va falloir qu'il y ait un réalignement. Là, durant la saison, tu peux gagner avec ton talent offensif écrasant. Il faut que tu sois capable de gagner 2-1, 3-2 en prolongation en séries éliminatoires. Ils ont été très décevants. Moi, ça a été la grande déception le printemps dernier, les Oilers. Alors, je les place un peu dans la même catégorie que les Maple Leafs. La saison, on s'attend à des résultats en saison, mais quand la cloche va sonner au printemps, il faut que cette équipe-là... Ils ont gagné plus de rondes que les Maple Leafs. Oui. Deuxième tour l'année dernière, ils ont perdu contre les champions. Ce sont les 2 dernières années, je pense. Qui leur ont donné le plus de fil à retordre à Vegas. Ils ont perdu contre l'Avalanche il y a 2 ans en finale de l'Ouest. Moi, je les place pas dans la même catégorie ils ont montré que les Leafs. Là, ils en ont démontré un peu plus. Reste que Martin a raison. Il y a des choses à peaufiner, mais ça fait partie de l'apprentissage d'une équipe comme celle-là, je pense. Et je les sens plus prêts. Tu sais, c'était 2-2 contre les Golden Knights. Et ils se sont sabordés eux-mêmes, comme il l'a dit. Mais c'est autant inquiétant que rassurant. Parce que le jour où ils vont être en mesure de ne pas se saborder. Arrête de te saborder. C'est entre leurs mains. C'est exactement. C'est eux autres qui sont... Moi, je l'ai dit le printemps dernier, j'ai l'impression qu'ils sont maîtres de leur destin. Alors, si tu réussis à épurer puis à parfaire, à corriger les lacunes et tout ça, je pense qu'ils sont leur pire ennemi, là, autant que leur plus grand allié. Oublions pas, cette division-là est forte. Là. Les Kings ils ont des grosses équipes. Les Kings vont être bons. Vegas est fort. Le Kraken de Seattle, la saison dernière, meilleure équipe de la Ligue à 5-5. Calgary pour être bien meilleur. Les Flames sont affamés. Après ça, c'est moi. Après ça, il y a un petit creux. Là. Il y a un petit tas. Il y a un petit tas. C'est un petit tas de bas de classement. Un plus petit tas, mais quand même. C'est un petit tas quand même. C'est ça, un mot vite sur les Flames, ça ne sera pas pantoute la même équipe. Ça devrait pas. Ça devrait pas. Puis rappelez-vous que les Flames ont été exclus des séries l'année dernière avec 93 points, soit un de plus que les Panthers de la Floride, qui ont atteint la finale de la Coupe Stanley. Et ça a été une saison d'horreur. Tout ce qui pouvait mal aller, c'est mal passé à Calgary. Donc, techniquement, ça ne peut qu'aller mieux. Puis, les champions de la Coupe Stanley, on va quand même leur donner un peu d'attention. Oui. Oui, tu penses? Mais enfin... ils vont rester très compétitifs. Ils vont être durs à battre. Ouais. Bon, ça commence ce soir. Ouais. Le jeune prodige contre l'ex-jeune prodige. C'est un bon flash, ça. Il y a tout un génie du marketing en arrière de cette affiche Pingouin Blackhawks. Quand est-ce que Sid de Kid change de surnom? Y a-t-il un moment où ça marche plus? C'est une bonne question. Sid de Man. Ouais. On va travailler là-dessus. Les gars, bonne saison. Je sais pas, voulez-vous y aller d'un dernier commentaire fatidique, prémonitoire? Donc, Alex, tu penses que les Oilers, c'est leur année? Si j'avais un choix à faire, ce serait ça. Martin, veux-tu faire un choix? T'es pas obligé. Peux-tu dire quelque chose? Non, je vais regarder aller les choses. Que moi. Oui, mais ça, c'est l'expérience. Ouais, exact. C'est pas moi, je suis comme les Oilers. C'est pas March the Kid. Non, c'est ça. C'est March the Man. J'ai bien hâte de vivre cette saison-là avec vous, messieurs. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre journaliste, notre chroniqueur principal au service des sports, dis-je bien. Merci infiniment, mon vieux. Un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Et Alexandre Gascon, tu es journaliste affecté aux affaires du Canadien de la LNH. Merci également. C'était bien le fun. Un gros merci à Yann Dion et Jacques-Alexis Bernardin en régie. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne saison à tous et à toutes. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils,
Radio-Canada Sport.